Élection 2019 des chambres d'agriculture, le grand débat. On va prendre un gros sujet d'actualité, celui des états généraux de l'alimentation. L'ordonnance pour le relèvement du seuil de revente à perte et l'encadrement des promotions a été publiée, a été validée récemment. Dans le cadre des négociations commerciales 2019, sur quels critères, globalement, allez-vous considérer que la loi, les principales dispositions de cette loi et de ce chapitre 1 consacré aux revenus des agriculteurs, sur quels critères allez-vous considérer que cette loi est respectée dans sa mise en œuvre et avec j'imagine, le retour espéré pour les producteurs? On va commencer par vous, Bernard Lamy. Les EGA, ça a été pour un grand chamboule-tout. L'avantage, c'est que beaucoup de choses ont été mises en place et que derrière tout ça, on nous a dit que on allait redonner du revenu à ces pauvres agriculteurs qui n'en avaient plus et que ça allait se décréter d'un coup de baguette magique. Alors nous, comme on n'est pas des lapins de l'année quand même, on s'était dit que c'était bien. Macron nous avait même parlé à Rungis et on trouvait ça très bien, mais Rungis, c'est le symbole de l'agriculture qui va bien, parce qu'en fait, dans ces EGA-là, qu'est-ce qu'il est sorti? La montée en gamme. Bon, la montée en gamme, nous, ça ne nous intéresse pas fondamentalement parce que ça existe. Mais pour nous, la coordination, la montée en gamme, c'est une niche, et donc cette niche ne peut marcher que quand tout le conventionnel et toute l'agriculture dite de masse ou industrielle, mais qui n'est pas un vilain mot, c'est-à-dire la production de masse pour notamment la restauration hors cadre familial à Paris, tout ça, ça ne marche pas. Alors, dans cette affaire-là, ce que l'on a trouvé d'intéressant, nous, parce que j'ai signé la charte, et la charte était intéressante, puisqu'en fait, elle était avec tous nos points de convergence, et on ne pouvait que la signer. Mais la charte restant une charte, elle n'est pas contraignante. Une partie qui nous intéresse, c'est les contrats double bipartite. On voit qu'en ce moment, Lidl fait des contrats sur le lait, on voit qu'il y a des essais dans tout ça. Oui, très bien, mais attention, je le dis depuis longtemps, c'est que je ne voudrais pas que, mettons, la photo de l'éleveur avec une vache limousine, avec un sourire jusqu'aux oreilles dans le supermarché Carrefour, cache les camions de congelés ou de minerais qui arrivent derrière. Et ça, c'est notre réalité après pour nous, pour l'ensemble des agriculteurs. Après, pour le seuil de revente à perte, contrairement à d'autres, nous, on n'est pas d'accord, parce que le seuil de revente à perte ne protégera rien. Et nous, là où on est arc-bouté, c'est sur les prix abusivement bas. Parce que c'est là que tout se cache. Avec des prix abusivement bas, on peut quand même mettre un minimum vital qui nous empêcherait de descendre à des prix que l'on a subis les 5 dernières années. Le seuil de revente à perte, lui, de toute façon, les supermarchés vont s'en accommoder. Et d'ailleurs, ce que écrivait Michel-Édouard Leclerc, même si je ne suis pas tout le temps d'accord avec Michel-Édouard Leclerc, disait que de toute façon, pour l'instant, c'était de l'enfumage. Par contre, nous, on a besoin de véritables protections. Et comme ici, nous sommes au CNIEL, ou comme on est sur une production qui est peut-être un peu plus facile, on arrivera à trouver des coûts de production. Mais je sais qu'il y a eu encore des négociations à Interbef, et il est très difficile de trouver un accord sur les coûts de production, sachant que s'il n'y a pas d'accord, derrière, on n'est pas protégé. Donc, oui. Donc au final, le critère qui fera que vous considérez que la loi est alors, respectée, la loi par rapport à ça, nous, c'est le seuil de revente à perte, parce qu'en fait, il faut que maintenant ça soit validé, ça, parce que ça sera au moins le seuil minimum de protection. Jean Mouzard. Oui, alors, le président de la République avait essayé de nous parler à l'oreille, et il avait même un moment... dans le premier mois peut-être, où il lançait ce grand chantier des EGA, essayer de nous convaincre à ce qui pouvait être une discussion qui allait mener à quelque chose, parce qu'on a participé les uns et les autres à nombre de réunions pour essayer de travailler efficacement à ce que pourrait être cette loi qui allait enfin permettre à l'agriculture de trouver du revenu. Malheureusement, 18 mois après ou plus, eh bien on se rend compte que les choses n'ont pas évolué. Aujourd'hui, les agriculteurs sont dans l'impasse. La viande bovine se vend mal, toujours plus mal. La viande ovine, n'en parlons pas. On ne va pas rentrer dans toutes les autres productions. Je pense aux producteurs de porc qui sont aussi dans la difficulté. Voilà, on pourra dire que la loi... marche, fonctionne, porte ses fruits le jour où, par exemple, la viande bovine, eh bien, les gens
verront sur la facture une augmentation de 15 à 20% du prix de la viande qui leur permettra au bout de l'année de dégager un revenu. Alors attention, parce que à l'autre bout de la chaîne, il y a les consommateurs. Mais si on regarde ce qui s'est passé pendant ces dernières années aussi, on se rend compte que le prix de la viande, il est resté le même depuis maintenant 30 ans. Vous savez, ça fait plus de 30 ans que je produis de la viande, je la vends toujours le même prix. Alors que dans le même temps, la consommation, elle a augmenté de 70%. Où est passée la différence, j'allais dire? Alors qu'on nous explique que personne fait de marge dans ce pays, qu'il est difficile de faire avancer les choses, moi, je veux bien l'entendre, sauf que la réalité paraît être complètement différente. Oui, nous, on est attentif au fait qu'il y a nécessité que les produits agricoles augmentent à la production, augmentent vite. Les agriculteurs aujourd'hui sont dans une situation de faillite. Laurent Pinatel, sur quels critères la Confédération paysanne estime que la loi sera respectée et bénéfique pour les agriculteurs? C'est compliqué ça, hein, parce que la loi, enfin il faut quand même faire la genèse. La loi, au début on nous a parlé, il faut créer de la valeur, alors que nous on était plutôt sur il faut répartir déjà la valeur créée, parce qu'on imaginait quand même que la valeur qui était créée étant déjà très mal répartie, on peut même mettre tous les outils de création de valeur, il n'y a pas de raison qu'elle soit mieux répartie. Donc on avait déjà cette crainte, il nous semblait qu'il fallait une loi, il y en a une. Aujourd'hui on voit que les outils, ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'on nous a promis. Ce qu'on nous a promis, on y était tous, hein, c'était le discours de Rungis avec Emmanuel Macron, où il y a eu des engagements forts. Où on a pointé du doigt les industriels de l'agroalimentaire qui ne jouaient pas le jeu de la transparence, où le président de la République a annoncé quand même qu'on allait repartir du produit, des coûts de production pour répartir correctement la valeur. Je veux dire, c'est la parole d'un président de la République qui n'a pas été respectée. Donc là, on est déjà dans un problème démocratique assez fort, et à partir de là, on est en droit quand même, nous, Confédération Paysanne, comme d'autres d'ailleurs, on est en droit de douter que tout ce qui arrive maintenant puisse être mis en œuvre. On nous annonce que, effectivement, les outils vont permettre de ramener de l'argent dans les exploitations, ce que j'en vous disais, qui sont au bord de la faillite. Qu'est-ce qui va se passer? Le prix abusivement bas, effectivement, il va falloir le définir, mais il va falloir le faire respecter. Il va falloir respecter les trucs sur les indicateurs de production, sur les coûts de production. Ce qui s'est passé à Interbev hier, c'est juste scandaleux. Quand on voit que les outils sont à disposition des gens, que les gens sont dans l'interprofession, installés autour de la table à discuter, que tout est organisé et que le président de la République, le gouvernement nous dit mais voilà, vous avez les outils avec les interprofessions, vous allez vous arranger entre vous. Mais c'est faux en fait, ça ne marche pas. C'est l'agroalimentaire, soutenu par les grands lobbies, qui est en train d'appuyer le fait que, en fait, ils s'en foutent des paysans. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la marchandise. De la viande, des kilos de viande, des kilos de céréales, du lait, peu importe. Mais aujourd'hui, on voit bien que parce que l'État a refusé d'assumer son rôle d'arbitre, ça ne peut pas faire. Le SRP, oui, c'est la théorie que, effectivement, comme ils sont très gentils, ils vont gagner un peu plus et qu'ils vont donner à la grande transformation, qui eux aussi sont très gentils et qui vont nous le redonner. Enfin, là, on nous prend vraiment pour des idiots. Nous, vraiment, cette loi, c'est un acte manqué très fort d'Emmanuel Macron et de son gouvernement sur le début de ce quinquennat. Malheureusement, on ne voit pas trop comment il va pouvoir récupérer le truc, hormis le fait de réintroduire vraiment de la force publique, de la puissance publique, et d'arriver à des interprofessions où l'État siège. Et où l'État dit à Bigard, puisque c'est Bigard qui votait hier, dit à Bigard, maintenant ça suffit quoi. Tu t'es gavé, on va partager à tout le monde, parce que l'aménagement du territoire, la présence des producteurs de viande sur tout le territoire, c'est bénéfique à l'ensemble de la population. Et ça, c'est pas à Bigard de se faire du fric dessus, c'est à tout le monde d'en profiter quoi. Donc nous voilà, on est plutôt en colère, et on considère que vraiment, il y a un acte manqué avec ces états généraux. Moi je pense que voilà, ce qui pénalise et ce qui agace aujourd'hui les agriculteurs, c'est que ça met trop de temps. Ça fait 1 an et demi qu'on est sur ce débat, sur ces états généraux de l'alimentation, et les agriculteurs sont effectivement agacés par ça. Par contre, j'ai moi envie de mettre un petit peu d'optimisme là-dedans, sans trop de naïveté, mais en tout cas l'énergie qu'on a dépensée les uns les autres
autour de cette table doit nous donner la responsabilité d'aller jusqu'au bout et de faire en sorte que ce soit le plus efficace possible. Les critères de satisfaction, ils seront effectivement quand les paysans vont retrouver un petit peu de valeur ajoutée dans leur trésorerie, enfin en tout cas dessous dans leur trésorerie, et puis qui se sentiront un peu plus sereins aussi pour voir l'avenir un peu différemment. Donc j'ai pas dit que c'était gagné, loin de là, et je pense que l'efficacité de la loi aussi, elle passera dans la sanction, dans les sanctions qui seront portées aux acteurs qui ne respectent pas le jeu. Et là, pareil, on n'a encore pas beaucoup de certitudes, mais par contre, je pense que voilà, l'addition des différents outils, seuil de revente à perte, prix abusivement bas, les différentes ordonnances qui vont sortir ou être mises en application très bientôt maintenant, l'addition de ces outils doit permettre, si on est vigilant aussi, si on surveille comment ça se passe, doit permettre quand même de créer et de mieux répartir cette valeur ajoutée. Donc, ma foi, il ne faudra pas se reposer sur ses lauriers, effectivement, il faudra continuer à se bagarrer jusqu'au bout pour que Leclerc, pour qui, moi non plus, Bernard, j'ai pas beaucoup d'estime, j'aime pas trop ce qu'il dit, j'aime surtout pas ce qu'il fait. Et voilà, faut qu'on arrive vraiment à ce que tous ces acteurs respectent un petit peu plus les paysans et respectent surtout un peu plus aussi la société et les consommateurs. Donc voilà, les critères, ils seront dans le revenu des paysans et dans la capacité qu'aura l'État à sanctionner correctement. Alors effectivement, ils n'ont pas mis les garde-fous que l'on souhaitait. Ça va être à nous maintenant de marteler, de faire entendre à tout le monde la bonne, de faire suivre à tout le monde la bonne direction. Christiane Lambert. Merci. Moi, je crois qu'on voit là la vraie différence de posture des uns et des autres. Nous avons beaucoup travaillé pour ces états généraux de l'alimentation, Jérémy l'a dit. Moi, je me souviens des commentaires des uns et des autres le soir du discours de Rungis, c'était extrêmement élogieux. Certains sautaient au plafond, entouraient le président, saluaient, félicitaient. Et puis, aujourd'hui, on voit que la critique revient, classique, lancinante. La loi a été votée le 2 octobre, les ordonnances sont en cours d'écriture. Donc ceux qui disent on n'a rien vu avec la loi, ben oui, la loi est votée le 2, et puis les ordonnances sont en train de s'écrire. Ce qu'on voit par contre, c'est qu'aujourd'hui, certaines organisations de producteurs bien structurées, bien organisées, qui négocient bien, arrivent, quand elles sont au PBL et Savencia, à contractualiser avec Intermarché. Puis que Leclerc pointe le bout de son nez pour arriver à contractualiser aussi, et sur des tarifs qui sont proches de la recommandation du CNIEL, montrant que c'est possible de tirer les prix vers le haut quand les acteurs se mettent autour de la table. Ce que je veux dire par là, c'est que les États généraux ont eu l'avantage de déclencher une prise de conscience que si la course au prix bas continue dans notre pays, la destruction de valeur se poursuivra inéluctablement, et c'est une montagne à laquelle on s'est attaqué, puisque c'est 40 ans de prix bas au profit des consommateurs, au détriment des producteurs. Et la FNSEA et GIA, nous avons proposé un ensemble de mesures cohérents pour la construction du prix en marche avant. Des contrats, contractualisation, des contrats engageants, bipartites ou 2 fois bipartites ou tripartites, des références au coût de production, de la renégociation de 2e niveau, l'intervention du médiateur des relations commerciales lorsque ça ne marche pas, l'encadrement des promotions pour fixer des limites, des barrières, parce qu'il y a des mauvaises habitudes qui ont été prises. Quand 70% d'un produit est vendu en promo, il y a un problème, y compris de culture et d'éducation des consommateurs. Seuil de revente à perte. Alors nous étions tous d'accord le 20 juillet, vous vous en souvenez Bernard, chez le président de la République, puisqu'on l'a exprimé ensemble, et puis j'ai lu avec surprise que finalement c'était Leclerc qui vous avait imprégné pour dire que finalement vous n'étiez plus d'accord avec le SRP. Bien sûr, c'est compliqué d'organiser le ruissellement, comme ils disent, pour revenir jusqu'aux producteurs. Mais si on additionne l'ensemble des éléments de dispositif, et l'ordonnance sanction pour prix abusivement bas, il y a les moyens de faire. C'est un nouveau code de la route, il faut des gendarmes pour sanctionner, mais il faut surtout des ouvriers pour travailler. Il faut surtout des gens qui soient capables d'utiliser ces outils. Les présidents d'OP qu'on mandate et qui sont bien formés à la négociation sont en capacité aujourd'hui, avec les outils dont on dispose, de bousculer. Nous savons qu'il y a eu des débats très forts sur les indicateurs de coût de production et leur prise en compte. On arrive à avancer dans certains secteurs, pas aussi vite dans d'autres, mais comme indicateur de satisfaction, lorsque j'entends des industriels dire c'est la première fois qu'en 30 ans j'ai réussi à renégocier parce qu'il y a eu une augmentation des coûts matières en céréales, c'est un producteur de volaille, un industriel de la volaille. Lorsque je vois qu'il y a des
je l'ai dit sur le lait, des contrats à la hausse, et que finalement c'est qui le patron a énormément imprégné en vertu pédagogique pour dire qu'à 39 centimes c'était rémunérateur, en deçà ça ne l'était pas. Donc moi je fais confiance aux acteurs maintenant, et je suis exigeante vis-à-vis des acteurs, et je suis engagée pour accompagner les représentants des producteurs, parce que nous nous sommes déjà mis au travail en région. Donc déjà pour ces négos, on sent qu'il y a des frémissements. À nous de pousser pour que ça aille au bout. L'interprofessionnalité qui nous accueille ici a défini un chiffre moyen, conformément à la demande d'Emmanuel Macron. Est-ce que la définition d'indicateurs par les interprofessions constitue la bonne méthode, selon vous, pour jouer positivement sur les prix et donc le revenu des agriculteurs? Jean Mouzin. Oui, alors une des revendications majeures de mon organisation syndicale, c'est la fixation d'un prix dans chaque production, en dessous duquel on ne pourrait pas vendre. Un prix plancher qui serait fixé en accord avec l'interprofession, bien sûr, mais on peut élargir ce qui déciderait de ce prix-là qu'il convient de payer à l'agriculteur, et en dessous de ça, on ne pourrait pas vendre. Alors on nous dit qu'on rentre dans un schéma qui est contraire au schéma économique dans lequel on est, nous, en France et en Europe. On doit obéir aux contraintes économiques du traité européen. On est dans un schéma de concurrence libre et non faussée, et on doit obligatoirement laisser jouer la concurrence. En matière de revenus des agriculteurs, on voit bien ce que ça donne. Laisser jouer la concurrence, c'est, je le disais tout à l'heure, un agrandissement à tout va des exploitations agricoles, une modernisation des exploitations agricoles, qui a permis à certains de produire beaucoup plus, mais en s'investissant toujours beaucoup plus, pour avoir un revenu toujours plus faible, qui nous amène aujourd'hui à des situations économiques et sociales dans les fermes qui sont catastrophiques, qui conduisent malheureusement trop souvent à un point de non-retour. Non, ce schéma ne marche pas, il faut imaginer autre chose. Et la fixation des prix pour chaque produit nous paraît le seul axe aujourd'hui légitime qui nous permettra demain de permettre à des agriculteurs de continuer à travailler et produire sur les territoires. Laurent Pinatel, est-ce que la méthode de laisser aux interprofessions le soin de définir des indicateurs, ça constitue la bonne méthode? Je pense qu'au-delà de savoir si la méthode de confier aux interprofessions est la bonne, c'est de dire qu'on a déjà tout un tas d'outils qui permettent de fixer des indicateurs. Il y a effectivement, par le travail des interprofessions, le travail des instituts techniques, le travail de l'Observatoire de formation des prix et des marges. Il y a tout un panel d'outils qui doivent permettre de fixer rationnellement des prix. Après, quand on les a fixés, ces coûts de production, comment on les fait appliquer? Moi, j'entends Christiane Lambert qui fait l'apologie de c'est qui le patron, en disant il y a des gens qui sont dans des niches, c'est super. Nous, à la Confédération paysanne, on a l'envie de sauver l'ensemble des producteurs de lait. Pas ceux qui ont la capacité de se mettre dans des petites niches, si vertueuses soient-elles, si rémunératrices soient-elles. Et aujourd'hui, on voit bien que quand on a les indicateurs de production, c'est comment on arrive à créer du rapport de force, parce qu'on est là, comment on arrive à créer du rapport de force, nous, producteurs atomisés, parce qu'on est très nombreux, face à des grands groupes industriels qui sont, eux, de moins en moins nombreux, des grands groupes de distribution qui sont encore moins nombreux, comment on arrive à peser là-dedans? On n'arrive pas à peser. Je veux dire, on peut mal tourner dans tous les sens du terme, on peut bien dire il n'y a qu'à se mettre au boulot, il n'y a qu'à se mettre au boulot, c'est pas qu'il y a des cas faucons qu'on arrive à faire avancer les choses. Nous, on revendique une intervention forte de l'État pour faire appliquer ces indicateurs qui sont fixés. C'est pas la notion de l'indicateur même qui est remise en question, c'est vraiment la notion de comment, une fois que l'indicateur est là, on arrive à négocier. Alors, on entend des frémissements... On a le cadre du droit de la concurrence qui est là. Oui, mais on a le cadre aussi de l'État qui doit être là pour imposer une politique. On a le cadre de l'État qui doit être là pour réguler. On touche dans certaines productions au fait qu'il n'y a plus de maîtrise de la production. Au fait qu'on est sur des productions non encadrées. Et ça, je veux dire, c'est quand même des réalités sur lesquelles on bute. On bute sur aussi des décisions de la PAC
Quand François Hollande a décidé de primer l'ensemble des vaches allaitantes dans ce pays, on sait qu'on a introduit la notion, quelque part, d'une surproduction organisée de la viande bovine. Donc il y a un cadre dans lequel l'État se défausse aujourd'hui sur les interprofessions. Les interprofessions, elles font ce qu'elles peuvent, j'allais dire, mais leur rapport de force est trop déséquilibré. Enfin, ce qui se passe à Interbev, c'est pas simplement en disant nous on bosse, ça va le faire. Non, ça va pas le faire, parce que Bigard il est surpuissant par rapport à des producteurs qui sont atomisés. Et nous, je le répète, on n'est pas pour une agriculture de niche dans lesquelles ceux qui vont pouvoir sauver, ça sera bien. On est vraiment pour une agriculture où on sauve un maximum de producteurs, de paysans, de paysannes, et c'est par une politique globale, c'est pas par des initiatives locales qu'on va y arriver. Donc on a tous dit que, bien sûr, les interprofessions, on l'a dit aussi à Emmanuel Macron, on trouvait que c'était effectivement le bon endroit pour fixer les prix et puis travailler sur ces indicateurs de coûts de production. Voilà, sauf qu'ils ne nous ont pas écoutés, ou en tout cas pas entendus sur le fait qu'il fallait malgré tout réglementer tout ça et puis sanctionner encore une fois, ou en tout cas mettre une méthode qui permettait à l'État de contrôler que ça se fasse bien. Bien sûr que les interprofessions sont le bon outil, le bon endroit pour fixer tout ça, encore une fois. Pour le coup, là, on se rejoint tous sur le fait que si on réglemente pas tout ça, eh bien les acteurs continueront à se comporter comme ils l'ont fait, comme ils l'ont toujours fait. Le droit de la concurrence, enfin à un moment donné, si on veut changer les choses, il faut faire sauter aussi toutes ces choses-là. On l'a demandé au niveau européen aussi, faire sauter tout ça. Macron nous avait aussi dit qu'il arriverait à passer outre tout ça, en tout cas à trouver les dérogations possibles. Ben, ma foi, ça n'a pas été fait aussi. Donc c'est aussi des choses qu'on va vite se rendre compte au fur et à mesure des mois. Peut-être que l'État reviendra, en tout cas retravaillera, et il faudra qu'on pousse, nous, si on considère qu'on a que c'est toujours le sens qu'on doit suivre. L'État devra peut-être revenir sur ça et faire en sorte que l'Observatoire, par exemple, si les interprofessions ne se mettent pas d'accord, interviennent et puis le fixe coût de production que tout le monde devra respecter. Pour l'instant, voilà, on est dans le flou, on va tester, on n'est pas sûr parce qu'on connaît le comportement d'un certain nombre d'acteurs dans les interprofessions. Voilà, un coup c'est Bigard, un coup c'est Lactalis, un coup c'est les distributeurs. Donc tout cela, eh ben, ma foi, si on ne leur met pas le bâton aussi pour les mettre en ordre de bataille, eh ben, ça ne marchera pas effectivement. Donc il faudra qu'on arrive à, encore une fois, faire comprendre à l'État qu'il faut que de ce côté-là, ça change. Christiane Lambert. À propos des indicateurs de coût de production, ça a été une bataille extrêmement difficile, y compris au Parlement d'ailleurs, avec un certain nombre de députés qui ont pris des positions très fermes et d'autres qui étaient quand même beaucoup plus mous, assez insaisissables. Aujourd'hui, pour définir ces indicateurs de coût de production, il y a différentes références utilisées. Ce sont les instituts techniques, pour les centres de gestion, c'est l'Observatoire français des coûts et des marges. On a toute une palette de supports que les interpros peuvent utiliser pour faire un mix et essayer d'aboutir à la version la plus précise. Le CNIL y est arrivé. Moi, je ne désespère pas que Interbev y arrive. Après, il faut que les acteurs travaillent plus ensemble aussi. Et quand on dit tout à l'heure il faut s'organiser, ça nécessite aussi... On est trop atomisé, disait Laurent Pinatel, oui, mais ça suppose de s'organiser plus aussi pour peser davantage. Plus les acteurs sont forts, plus il faut s'organiser pour que le pacte soit solide en face pour négocier. Je pense qu'il faut aussi dire, si on est raisonnable, qu'il faut aussi tenir compte du contexte de marché. D'abord tenir compte du débouché, marché intérieur ou marché export, et on ne peut pas totalement s'exonérer du contexte de marché dans lequel on se trouve. Quand le contexte de marché fait que le porc est aujourd'hui à 1,18 €, il est à 1,18 € aux 4 ans. Donc il faudra aussi qu'on regarde comment s'y prendre avec l'ensemble des acteurs pour tirer vers le haut. Mais c'est facile à dire ici autour de cette table ronde, mais c'est quand même beaucoup plus complexe. On l'a vérifié il y a 2-3 ans dans la vraie vie. Moi je ne désespère pas malgré tout qu'au regard de certaines initiatives, même si elles sont marginales, il y a le lait c'est qui le patron, il y a tous les laits de nos régions qui sont quand même très nombreux. Et quand je lisais récemment que c'est aujourd'hui près de 60% des laits qui sont vendus avec cahier des charges, c'est-à-dire qu'il y a eu un crescendo énorme justement d'engagement sur base de cahier des charges et de centimes en face de cahier des charges. Donc le but, il faut être réaliste aussi, c'est de tirer vers le haut le plus possible, de répondre à l'attente consommateur qui est sur des produits aujourd'hui segmentés, démarqués, qui sont une forme de montée en gamme et qui, pour beaucoup d'entre elles,
font des centimes en retour. On sait d'ailleurs que certaines démarches qui n'ont pas ces centimes en retour sont pointées du doigt par les producteurs avec raison. Et notre slogan « Plus vert, c'est plus cher » a aussi permis, même s'il a fait sursauter certains, de réveiller en disant que chaque fois qu'on demande un effort à des producteurs, il faut qu'il y ait des centimes en retour. Bernard Lannes, sur la méthode, sur les interprofessions. Alors les interprofessions, oui, bien sûr que c'est le lieu où l'on peut débattre, mais je rappelle que nous, agriculteurs, là-dedans, on n'a pas le bras de levier le plus puissant. Puisque dans la grande famille, c'est la transformation et après la distribution qui ont droit de citer. Pourquoi ça ne marche pas, comme disait Laurent, dans la viande? Parce que, contrairement au lait, et juste je veux revenir sur le lait, c'est un exemple, on y arrive. Mais je rappelle qu'il n'y a pas longtemps, un certain syndicalisme disait qu'il fallait s'adapter à payer, à arriver à produire à 300 €. Sinon, on ne serait jamais compétitif et on ne s'en sortirait pas. Déjà, quand on part comme ça, et qu'en plus après, on a un système coopératif, pour parler du lait, qui s'appelle Sodial, qui lui, on l'a démontré, archi-démontré, est capable d'externaliser de la plus-value plutôt que de la renvoyer sur ses agriculteurs. Donc, on voit très bien qu'on était parti déjà avec du mauvais pied dans ces interpros. Nous, qu'est-ce qu'on revient sur quoi? Sur nos vrais coûts de production. Ils sont connus. Alors, on parle de la viande et les céréales. Quid des céréales? Parce que quand j'entends dire, ah ben oui, on fait des contrats double bipartite. Où vous allez me trouver des contrats double bipartite avec des céréales, notamment à part de quelques paysans boulangers qui existent, mais autrement après, on nous dit, mais attendez, en ce moment, c'est le blé ukrainien qui arrive, il est de bonne qualité et il est pas cher. Malheureusement, on ne mange pas du blé ukrainien ici, hein. Mais le blé ukrainien, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à côté de chez moi en Espagne, il engraisse des cochons, et après, on va retrouver ces cochons dans le jambon de Mayonne, parce qu'en fait, on a tiré les prix vers le bas, et nous, on nous dit toujours, mais attendez, oui, alors il y a les terpros, oui, il faut organiser pour envoyer avec la théorie du ruissellement à Macron, mais le ruissellement, moi j'ai été commercial aussi quand j'étais jeune, vous savez, il n'est pas été alors. Ah ben oui, mais il faudrait le faire, parce que quand on est commercial, on sait qu'une marge, ça ne se partage pas et ça se conquiert. Donc quand on croit que d'autres, en pleurant par le ruissellement, vont nous donner Personne n'est parfait, hein. Et en plus, cette théorie du ruissellement, moi ça m'énerve parce qu'en fait, on a l'impression que le monde d'en haut de l'alimentation va envoyer quelques larmes au monde d'en bas qui lui est à la mine. Donc ça marche pas, quoi. Donc l'indicateur, vous n'y croyez pas? Alors, l'indicateur, c'est pas que j'y crois pas, c'est que je voudrais qu'on ait, nous agriculteurs, dans cette grande famille, le bon bras de levier pour le faire avancer. Mais comme on disait tout à l'heure, tant qu'il y aura Bigard avec 70% du marché et qui peut accélérer ou ralentir le nombre de vaches abattues, qui a fait un stock de viande phénoménal avec la sécheresse, et rassurez-vous, il y aura des promotions après Noël, parce que vous verrez que la viande arrivera. Je vous rappelle que nous, là, de ce côté-là, on va être très vigilants, notamment sur le porc, parce que les fameux prix abusivement bas, quand ils reviennent chaque année, et qu'on va faire mettre le nez dans les frigos des supermarchés, qui c'est qu'on trouve souvent? La Coperle. Et la Coperle, c'est qui? C'est pas la coordination. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.